Après avoir pris le contrôle de la capitale de la province du Nord Kivu, le M23 a de façon unilatérale ce 3 février décrété un cessez-le-feu. Prenant effet à partir de ce mardi 4 février 2025 pour des raisons humanitaires. Si la durée de la trêve n'a pas été précisée, le M23, le cessez-le-feu du M23 intervient dans un contexte de tension, Kinshasa refusant tout dialogue avec le groupe rebelle qualifié de terroriste. Est-ce une main tendue de l'Alliance Fleuve Congo en prévision à d'éventuelles négociations avec Kinshasa? Que fera précisément le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Nous tenterons de répondre à ces questions dans un court instant. Et puis, le président de la République démocratique du Congo et son homologue du Rwanda ont confirmé leur présence au sommet conjoint de la SADC et de l'EAC prévu les 7 et 8 février prochains à Dar es Salaam en Tanzanie. Cette rencontre, ou du moins cette annonce faite par le président kenyan William Ruto, intervient dans un contexte sécurité attendu, marqué justement par l'offensive du M23 au Nord Kivu, qui, pour des raisons sécuritaires, a décrété un cessez-le-feu. La démarche des deux organisations sous-régionales vise à renouer avec le dialogue et à éviter un embrasement régional. Cependant, après l'échec des précédentes initiatives diplomatiques, le sommet de Dar es Salaam a-t-il des chances d'aboutir avec les participations annoncées du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue en image Paul Kagame, c'est-à-dire que la solution viendra de ces deux organisations sous-régionales. De façon concrète, doit-on finalement soutenir que la solution à ce conflit est-elle diplomatique au regard des différentes initiatives menées jusqu'ici? Quelques éléments de réponse suivront également dans un court instant aux côtés de nos invités. Madame, messieurs, bonsoir à vous et bienvenue. L'EAC et la SADC tiennent les 7 et 8 février prochains un sommet conjoint extraordinaire qui verra d'ailleurs la participation, selon le communiqué rendu public par Nairobi, des présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Paul Kagame du Rwanda. Un tête-à-tête est donc annoncé, ceci dans une initiative de ces deux organisations sous-régionales qui comptent aujourd'hui jouer un rôle prépondérant, voire majeur dans la résolution du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Que faut-il attendre de ce sommet de la SADC, ou du moins de ce sommet conjoint SADC-EAC? Élément de réponse à suivre dans un instant, et puis nous reviendrons sur le cessez-le-feu décrété par l'Alliance Fleuve Congo, ceci par le biais d'une communication, un communiqué rendu public il y a quelques heures seulement. Est-ce une stratégie de diversion ou alors faut-il réellement prendre cela au sérieux en prévision à d'éventuelles négociations que souhaite plus que jamais le M23 avec le gouvernement de Kinshasa? Élément de réponse également à suivre dans quelques instants aux côtés du premier invité de cette émission, Patient Parfum d'Homme, qui est déjà avec nous sur le plateau. Merci à vous, doyen. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Baudelaire Ngané, le prince de Matombe. Bonsoir à nos téléspectateurs, à nos téléauditeurs, à toute la grande galaxie panafricaine, à nos valeureux techniciens, et merci une fois de plus pour cette invitation. À vos côtés, le deuxième consultant sera avec nous dans un très court instant, mais le temps pour nous déjà de planter le décor de cette émission avec cet accord de cessez-le-feu rendu public par voie de communiqué de l'Alliance Fleuve Congo. Prenons cet élément de la rédaction de For You Media Africa. L'Alliance Fleuve Congo, une coalition politico-militaire dont le principal membre est le mouvement rebelle M23, a annoncé par voie de communiqué lundi décréter un cessez-le-feu dans l'est de la RDC pour des raisons humanitaires à partir de ce 4 février 2025. L'Alliance Fleuve Congo EAC M23 informe le public qu'en réponse à la crise humanitaire provoquée par le régime de Kinshasa, elle décrète un cessez-le-feu qui prend effet à partir du 4 février 2025 pour des raisons humanitaires. L'Alliance qui s'est emparée la semaine dernière de Goma, la plus grande ville de l'Est de la RDC, a ajouté n'avoir aucune intention de prendre le contrôle de Bukavu et exhorté la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo à retirer ses forces.
Il est important de préciser que nous n'avons aucune intention de prendre le contrôle de Bukavu ou d'autres localités. Toutefois, nous réaffirmons notre engagement à protéger et défendre la population civile, ainsi que nos positions. Nous exhortons la SAMI-DRC à retirer ses forces de la RDC, car nous avons maintes fois affirmé que leur mission n'a plus lieu d'être. Cette annonce de cessez-le-feu intervient alors que le président rwandais Paul Kagame a décidé de participer à un sommet régional consacré au conflit dans l'est de la RDC qui se tiendra ce week-end en Tanzanie. Elle précède les infructueuses demandes de négociations directes avec le gouvernement congolais et pourrait être perçue ici comme une main tendue. N'appartient plus qu'au gouvernement congolais de la saisir. Manœuvre de distraction ou pas, patient par fin d'homme, la mesure, ou du moins le cessez-le-feu décrété par le M23 divise sur place du côté de Goma entre ceux qui estiment aujourd'hui qu'il faudrait accorder une certaine crédibilité à cette démarche du M23 qui ne ferme visiblement pas les portes à d'éventuelles négociations avec Kinshasa, et ceux qui parlent d'une manœuvre de diversion, de distraction, parce que dans le fond, le M23, selon eux, a une mission bien précise, poursuivre son avancée du côté de Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, et pourquoi pas poursuivre sa marche de libération vers Kinshasa. Quelle crédibilité donner à cet accord de cessez-le-feu, ou du moins à ce décret de cessez-le-feu pris par le M23? Je pense que nous sommes dans une situation assez difficile. Lors de la prise de Goma, on nous a parlé environ de 900 morts. Vous voyez que le bilan, il est énorme. Il donne froid au dos. Le bilan s'est alourdi jusqu'ici. Voilà. Si c'est alourdi, ça veut dire qu'en plus, c'est encore un peu plus préoccupant. Oui. Donc je pense que chaque fois qu'il y a une possibilité de faire taire les armes et de laisser parler la diplomatie et le dialogue, moi, j'aurai la faiblesse d'être dans le camp de ceux qui pensent qu'il faut saisir toutes les opportunités pour pouvoir aller de l'avant dans le dialogue. Maintenant, est-ce que nous devons nous fier, est-ce que nous devons faire confiance à cette déclaration de M23? Oui. Ce qui est sûr, c'est que le M23, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas aussi autonome, libre que nous le pensons, puisque la question congolaise est devenue une question à la fois africaine et presque internationale. Toutes les opinions africaines sont braquées sur le Congo, toutes les opinions internationales sont aussi braquées sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, aux différents acteurs de faire preuve de sérieux, nous devons que les encourager d'aller dans ce sens-là pour dialoguer. Et la réunion qui est prévue au niveau de la Tanzanie, je crois, à Dar es Salaam, est la bienvenue, et j'espère que cette fois-ci, les différents acteurs clés de cette confrontation seront présents à Dar es Salaam pour vraiment enfin ouvrir la page de la négociation et du dialogue. Personne ne peut, de toute façon pas moi, ne peut souhaiter que les morts continuent de s'amonceler sur le sol congolais pour une guerre absurde, à la limite même stupide, mais qui est tout simplement la résultante de l'incurie, une fois de plus, des élites politiques congolaises qui, au lieu de travailler pour aider le peuple, pour être au service du peuple, se servent plutôt à partir de leur position, de leur posture de dirigeants, pour se faire plein de poches, pour s'enrichir de manière éhontée, en oubliant qu'il y a un peuple qui souffre vraiment énormément. Et ce sont ces situations-là qui créent forcément cette situation de conflit que nous constatons, bien qui peut donner des alibis aux acteurs, n'est-ce pas, qui sont en train de se mouvoir sur le sol congolais dans cette partie du pays. Oui, mais pas seulement dans cette partie du pays, un peu partout. Et ça, ce n'est pas du tout une bonne chose. Je crois qu'il faut mettre par la terre, il faut que les pressions s'accentuent au niveau des différents acteurs pour obliger tout le monde à aller à la table de négociation. Mais est-ce une main tendue? Peut-on considérer ce cessez-le-feu comme une main tendue vis-à-vis de Kinshasa, patient par fin d'homme? Une main tendue du M23 qui, de son côté, ne ferme pas
les portes à une éventuelle négociation avec les autorités congolaises? Je pense que c'était très compliqué pour... Même si on avance les raisons humanitaires aujourd'hui pour justifier le fait qu'il y ait une trêve tout de même pour permettre justement aux habitants de Goma de souffler un tout petit peu, mais de pouvoir notamment se ravitailler, l'achèvement de l'aide humanitaire et d'autres choses. Mais je crois que nous avons eu les réactions des différents acteurs. J'ai écouté Corneille Nangaa lui-même, j'ai écouté un certain nombre de populations, de représentants de la population de Goma et de cette zone-là. Je crois que la situation est très très critique. On ne peut pas le nier. Donc, et on a même vu des pressions venues de là où on s'attendait le moins. Oui. Parce que quand vous avez l'Union européenne qui est décidée à prendre les sanctions contre les M23, les gens peuvent bien rigoler, mais c'est ça la réalité. De voir les pays comme l'Angleterre qui est décidée à prendre des sanctions, et même l'Allemagne contre le Rwanda. Donc, ces pays dont on disait qu'ils étaient comme que chemise, excusez-moi l'expression, avec le Rwanda, ce sont ces pays-là qui font pression maintenant sur le Rwanda pour arriver d'une autre manière à faire aussi pression sur le M23 pour arriver à un apaisement et à des négociations. Et là, vous allez certainement encore enrichir la panoplie des mouvements, des organisations qui continuent de faire pression et sur l'État congolais et sur le M23 et qui ont fait des propositions. C'est le cas par exemple de l'épiscopat congolais. De l'église catholique, qui, ou du moins de certains évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'église du Christ du Congo, qui ont présenté ce lundi au président Félix Antoine Tshisekedi leur projet de réconciliation en République démocratique du Congo. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet de sortie de la crise et l'ont d'ailleurs présenté. On rappelle que les détails n'ont pas été dévoilés, mais on a l'impression aujourd'hui que l'Église catholique, ou du moins les acteurs religieux, comptent jouer un rôle majeur dans la résolution de ce conflit. Venant de l'Église catholique, la démarche est-elle pertinente, patient parfum d'homme, au regard de ce que la République démocratique du Congo représente en termes de fidèles catholiques à travers le monde entier? Oui, c'est l'un des pays avec le plus grand taux de chrétiens catholiques au monde. On ne peut pas l'oublier. Toutes les initiatives, d'où qu'elles viennent, à partir du moment où elles participent justement à pousser les deux belligérants à s'asseoir à une table de négociation, on ne peut pas commencer à mettre en doute la sincérité de ces acteurs. Il faut au contraire encourager justement ces différents acteurs, ces initiatives, n'est-ce pas, qui sont à l'initiative actuellement, de tout faire, de continuer de pousser pour que vraiment ce cauchemar avec son cortège de morts, de blessés, de déplacés, mais aussi de mutilés à vie, puisse rapidement prendre fin, parce que c'est un véritable cauchemar. Mais c'est aussi un appel à l'élite politique congolaise qui, une fois je me le dis, est en responsabilité par rapport à ce qui est en train de se passer. On a beau tourner l'affaire dans tous les sens, on constate qu'il y a une élite politique au Congo qui est d'une incurie, d'une irresponsabilité hors norme, et c'est elle qui est responsable en premier lieu de ce qui est en train d'arriver au peuple congolais. Il ne faut pas l'oublier. Ils ne peuvent pas se dédouaner par rapport à ce qui est en train d'arriver. Leur responsabilité à engager, et à eux de prendre aussi les bonnes mesures pour que vraiment le petit peuple ne continue pas de souffrir. Les deux églises ont pris donc l'initiative de concevoir ce projet de sortie de crise que nous avons présenté ce jour au chef de l'État. Il l'a reçu avec beaucoup d'attention, il a beaucoup apprécié et nous a encouragé. C'est un projet louable à rapporter notamment Monseigneur Donatien Solé, porte-parole de la Senko, à l'issue de l'audience de plus d'une heure de temps. Et il a renchéri en disant, du moins de son côté, le cardinal Fridolin
Fridolin Ambogo déclare pour nous, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi nous, en tant que pasteurs, nous avons pris notre responsabilité d'aller vers les uns et les autres pour chercher des solutions. Avant de retrouver Chance au Standard, puisque nous irons au Standard plus tôt que prévu ce mardi soir, prenons tout d'abord cet élément qui revient sur l'initiative portée par l'Église catholique, mais également par l'Église du Christ au Congo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, organise une conférence épiscopale nationale du Congo. L'annonce a été faite ce dimanche 2 février 2025 par Monseigneur Donatien Ncholé, qui a précisé que la conférence était prête à répondre à l'appel au dialogue, mais qu'il était nécessaire de commencer par une rencontre avec Félix Tshisekedi avant d'entamer les consultations avec le reste de la classe politique et sociale. À la demande de Félix Tshisekedi de mettre tout le monde ensemble pour un dialogue, nous allons commencer par le rencontrer pour lui expliquer la quintessence de notre démarche. Ensuite, on rencontrera les autres. C'est une réponse à son appel. De son côté, l'opposition a rejeté la responsabilité du conflit dans les provinces de Kivu sur Félix Tshisekedi, décrivant ce qui se passe comme le résultat de ses efforts pour conserver le pouvoir dans le pays. Réagissant à l'appel à l'unité nationale du chef de l'État, à la suite de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays avec l'avancée du M23 et l'occupation de la ville de Goma, l'opposant Olivier Kamitatou a boycotté la dite initiative qu'il qualifie de distraction. Selon lui, Félix Tshisekedi fait semblant de lancer un appel à l'unité nationale alors qu'il continue de se livrer à la division, au tribalisme et au népotisme. Comment peut-on appeler à l'unité nationale tout en se livrant à un jeu de division, fracturant notre nation avec le tribalisme, le clanisme, le népotisme et l'ostracisme? Où sont les actes concrets qui devraient favoriser l'apaisement et l'unité? Les politiciens rwandais rejettent catégoriquement la responsabilité de ce qui se déroule dans les provinces de l'Est de la RDC. Kigali a déclaré publiquement que le Rwanda était injustement tenu pour responsable de la crise dans l'Est de la RDC, qui est le résultat d'échecs de gouvernance interne et de menaces sur les dirigeants rwandais pour lesquels le gouvernement congolais devrait rendre des comptes. Le véritable crime du Rwanda est de prendre notre destin en main. Comment osons-nous défendre notre sécurité sans demander la permission? Comment osons-nous penser que nous méritons un pays digne et pacifique? Le ministre de la Communication et des médias de la RDC insiste sur le fait que le Rwanda est le principal instigateur du conflit. Selon lui, Kigali a envoyé environ 10 000 soldats dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans la région du lac Kivu. Le ministre a noté que de nombreuses personnes avaient été blessées dans les combats de ces derniers jours et que les hôpitaux ne pouvaient plus faire face au nombre de blessés. Il n'est donc pas possible de calculer le nombre exact de victimes à l'heure actuelle. Il ne faut plus parler du M23 parce que comme vous le savez et comme vous l'avez vu ces derniers jours, c'est l'armée rwandaise qui a opéré avec près de 10 000 éléments. Toutes les forces spéciales étaient mobilisées pour ce qui s'est passé dans le Nord Kivu. Je pense qu'il est important de situer la responsabilité des uns et des autres et que ce ne sont pas le Pantin qui sont revenus quelques jours après sur le lieu du crime pour revendiquer les massacres et utiliser les populations de Goma pour nettoyer les sangs de leurs frères qui ont tué, qui sont les seuls responsables de ces drames. Pour rappel, le conflit actuel en RDC a des motifs économiques évidents. La région est riche en minerais, en particulier en cobalt et en coltan, qui sont utilisés dans la production d'équipements électroniques et sont essentiels pour les industries de haute technologie dans le monde. Dans quelques instants, nous reviendrons sur le sommet extraordinaire conjoint EAC et SADC. Mais tout d'abord, certaines interrogations. L'approche de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ vous paraît-elle pertinente? Le cessez-le-feu du M23 doit-il être pris au sérieux ou du moins quelle crédibilité doit-on accorder justement à cet accord ou du moins à ce décret? Puisque pour parler d'accord, il faudrait que nous soyons au moins 2 ou 3. Mais là, il s'agit d'un décret de cessez-le-feu pris de façon unilatérale par le M23. Est-ce une manœuvre de diversion ou pas? Chance, vous êtes le premier à réagir au Standard. Vous avez la parole. Bonsoir à vous. Monsieur Nguéné, bonsoir monsieur.
Et bonsoir à votre invité, Passé Parfum d'Homme, et surtout bonsoir à votre équipe, infatigable équipe. J'espère que vous avez tous commencé une bonne semaine. Encore ce soir, malheureusement, Monsieur Parfum d'Homme, je serai de l'opposition. Je suis toujours pour les dialogues. Mais pourquoi, pour le moment, le M23 a décidé, juste à ce moment, après 900 morts, c'est les rapports qui le disent, 900 morts à Goma, pourquoi c'est maintenant qu'ils décident de parler? Bien avant, ils ont l'intention de marcher jusqu'à Kinshasa. Vraiment, c'est étonnant. Soit, une chose est sûre, il y avait eu la pression de l'Europe qui les supporte et aussi le Rwanda se trouve un peu avec le dos contre le mur, comme on dit, parce que l'Afrique du Sud veut se mêler pour éviter les grands désastres là-bas dans la région, qui est une bonne idée, qui est une bonne solution, je précise ça. Mais pour moi, ce que je me demande, pourquoi en ce moment-ci? Peut-être parce que DRC et les autres Burundi et les autres membres de la région commencent à en avoir assez de ce problème, un petit problème qui est devenu maintenant un grand problème que tout le monde n'en peut plus. Ou bien les Occidentaux, ils ont déjà eu contrôle de la zone qu'ils veulent pour leur exploitation. Tout compte fait, je suis toujours encore pour la diplomatie. Comme je l'avais dit, chaque guerre finit toujours par la diplomatie et par les traités. Mais le plus important, ce que je veux dire, c'est essayer de voir ce qui est à la base du M23 voulant venir à table pour signer, pour négocier. C'est quoi la raison? Il doit y avoir une raison. Dans ce cas, s'ils vont essayer de dire oui, nous on dépose les armes et puis on revient rejoindre nos frères, d'accord, il n'y a pas de problème. Intégrez-les dans l'armée, armistice à tout le monde et bâtissons le DRC ensemble. Mais dans le cas échéant, s'ils vont essayer de refaire la malice comme ils ont fait avant, après plusieurs mois, ils se sont ravitaillés, ils ont pensé que la communauté internationale ou bien les membres de la région ont oublié leur atrocité, ils reprennent encore les combats. Ah, là, dans ce cas, je dirais non, combattez-les, mais pas à Goma. Attendez d'abord qu'ils sortent de Goma pour que l'armée congolaise les attaque. Ça, j'en suis vraiment pour. Mais une chose est sûre, je suis toujours pour la négociation, pour la diplomatie, mais je voudrais savoir vraiment quelle est la base de cette décision en ce moment-ci. Merci beaucoup, monsieur. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres participants qui peuvent passer. Bonsoir à vous, bonsoir à votre équipe. Merci beaucoup, monsieur Parfum d'Homme, et bon début de semaine à vous tous. C'est Chance de l'Angleterre. Merci à vous, Chance. Et vous avez parfaitement raison d'ailleurs de questionner le timing de ce cessez-le-feu décrété par le M23. Pourquoi maintenant, à la veille d'ailleurs de ce sommet extraordinaire, du moins de la SADC ou encore de l'EEAC, doit-on également l'assimiler à toutes ces pressions sous-régionales qui sont mises, pressions sous-régionales et même internationales, parce qu'un Parfum d'Homme est revenu sur certains États, notamment à l'international aujourd'hui, qui mettent une pression autour justement de ce groupe rebelle. Comment l'expliquer de toutes les façons, ce cessez-le-feu? Vous avez la parole. Au standard, un autre appelant nous rejoint. Allô, bonsoir et bienvenue. Monsieur Nguéné, à toi, salut à le doyen. Monsieur Nguéné, tu sais, voilà le problème qui se pose au Congo. Avec beaucoup d'années de morts, où était l'Église catholique? Où était l'Église catholique quand on tuait les enfants, on violait les femmes? Où était l'Église catholique? Maintenant, le M23 avance, il équipe le terrain avec beaucoup de morts. Maintenant, l'Église catholique sort de nulle part pour venir négocier. Il y a deux choses au Congo. Soit le président il est incompétent d'équiper son peuple. Le problème du Congo, c'est l'Église catholique même qui a fait dormir la conscience des Congolais. C'est l'Église catholique. Ils étaient où? C'est pas eux qui ont dormi la conscience du peuple. Maintenant, ils viennent pour négocier. Vous allez aller négocier avec quoi?
des gens qui ont commis des crimes, qui humilient l'armée congolaise, et puis on parle de négociations, dans ça, il faut que le président, s'il n'est pas capable de régler le problème du Congo, il faut équiper le Congolais. Il faut équiper les voisins, il faut les équiper, ils vont aller défendre leur propre pays. Il faut mettre la force sur la table avant de négocier. Vous allez négocier, après, eux là, ils vont faire de plus pire même que la négociation. Il faut mettre la force. C'est la force qui doit dominer le terrain. Après maintenant, on peut parler de négociation. Et merci beaucoup à toi. Thank you so much. L'initiative de l'Église catholique et de l'Église du Christ du Congo remise en cause. Pour l'instant, on s'en tient tout de même aux déclarations de Monseigneur Donatien Solé, porte-parole de la CENCO. À l'issue de cette audience avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a déclaré ceci, je cite, « Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet de sortie de crise que nous avons présenté ce jour au chef d'État. Il a reçu avec beaucoup d'attention, il a beaucoup apprécié et nous a encouragé. C'est un projet louable. » Fin de citation. L'Église catholique est consciente justement de sa responsabilité dans ce qui se passe et compte jouer un rôle primordial dans la résolution de ce conflit. De quoi doit être qualifiée cette approche? Vous avez la parole. Allô, bonsoir et bienvenue. Voilà, merci. Bonsoir, bienvenue à vous. Les journalistes, les invités, les peuples camerounais, les présidents camerounais, je vous salue vous tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Selon moi, à l'affaire de RDC, Congo ne doit pas négocier. Le peuple congolais doit pas les descendre en main. Le peuple congolais doit libérer le Congo, mettre fin à le sous-préfet qui est au pouvoir au Congo, le sous-préfet qui est au pouvoir à Rwanda. On doit libérer le Congo, libérer le Rwanda. Il faut un courageux prendre le pouvoir au Congo et ferme les frontières pendant 5 ans. Il a eu tout le contrat du Congo et il s'est reconstruit son population, il reconstruit un nouveau armée et un nouveau peuple, c'est-à-dire pour reconstruire le peuple congolais. Parce que quand le peuple congolais dort trop, ce sont les danseurs, ils dorment, c'est gens qui boivent, qui dorment. Il faut reconstruire le peuple congolais. Il faut reconstruire l'armée congolaise. Il faut reconstruire les politiciens congolais parce qu'ils sont pourris. Regardez les messages de notre président Ibrahim Traoré. Quand il a pris le pouvoir, il a fait assis tout le Burkinabé. Et il a dit la vérité avant de continuer son régime. Tous les politiciens aujourd'hui leur bouche est fermée aujourd'hui. Parce qu'il a tout dit d'abord avant de commencer à travailler. Donc il faut un nouveau régime au Congo pour faire partie des sous-préfets qui sont au pouvoir au Congo, pour faire partie des sous-préfets qui sont au pouvoir au Rwanda. Ce sont des criminels qui sont au pouvoir au Rwanda. Ce sont des criminels qui sont au pouvoir au Congo. Ils s'entendent très bien. Ils veulent diviser le Congo en morceaux. Ils s'entendent très bien. Il faut que le peuple congolais se lève pour libérer le Congo et libérer le Rwanda. Je demande à tous les Africains aussi de soutenir le Congo. Le Congo souffre. Nous, on est neutre le Congo dans la souffrance. Congo, depuis 70 ans, le Congo souffre. Il faut que l'Afrique se lève. Il faut un dessus Union africaine. Il faut balayer Union africaine là-bas. Former un niveau Union africaine. Et je demande à tous les Africains de se lever pour aider le Congo, pour libérer le Congo, pour libérer le Rwanda. Tant que Paul Kagame est toujours président au Rwanda, là, il n'y a jamais la paix. Dans tous les pays voisins du Congo, il n'y a jamais la paix. Ce sont des criminels. Au Rwanda, c'est les bases américaines. Au Rwanda, ce sont les bases de l'OTAN. Au Rwanda, c'est les bases de l'armée française. Et tous les criminels mercenaires du monde se trouvent au Rwanda. Que Dieu protège. Je salue tous les Camerounais. Vraiment, vous faites bon travail. Que Dieu vous protège. Merci, bonne soirée. Merci à vous pour vos différentes contributions. Merci et également à tous ceux qui nous suivent du côté de Ouagadougou, au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, et qui nous suivent de toutes les villes d'ailleurs du pays, que ce soit Bobo Dioulasso, la capitale économique, que ce soit Dori. Merci pour votre soutien. Au standard, un autre appelant nous rejoint. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Merci. Bonsoir le plateau. Voilà. Le problème du Congo, la guerre qui est en train de se faire là, l'OTAN est derrière cette guerre.
Et ce qu'il dit est complice. Parce que je ne comprends pas un petit pays comme le Rwanda qui veut envahir un grand pays comme le Congo. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes des panafricains. Nous ne voulons pas la guerre entre nous. Mais quand vous regardez cette histoire, vous comprenez que le Congo est en train de mourir à cause de sa richesse. Pourquoi on fait ça? Pourquoi cela? Il ne peut pas bombarder Kigali, il ne peut pas bombarder Kigali, qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Parce que moi, je pleure ce peuple, je ne sais pas comment le peuple souffre. Hein? On les voit, ils montent, ils descendent, avec des moutons, avec cela. C'est pas sérieux. Pourquoi les Africains sont comme ça? Alors c'est pour ça que je dis que tous nos chefs d'État doivent être des militaires. Hein? Tu sais que qui était un militaire, ça n'allait pas se passer comme ça. Vous comprenez? Hein? Parce que comme vous voyez, tous ces civils, présidents, c'est corrompus. Hein? Or, les militaires ont l'amour pour leur pays. Et c'est pour ça Kagame le menace. Hein? Parce que c'est un ancien militaire, il sait qu'il faut finir par la force. Vous comprenez? Quelle négociation on va faire? La négociation, c'est pas permis. Ils ne pourront rien faire. Ils vont tout mettre du côté. Parce que la communauté internationale veut diviser le Congo. Ça, ils doivent avoir ça en tête. Et nous refusons. Le Congo ne sera jamais divisé. Et il faut la force pour être élu. Hein? Vraiment, mes chers frères, ça me fait tellement mal. Bon, ok, bon courage à vous. Hein? Merci. Merci à vous. C'est nous qui vous disons merci pour votre contribution. D'autres appelant au standard, vous avez les principales interrogations de cette émission du point sur l'actualité, en prélude à ce sommet extraordinaire qui se tiendra en Tanzanie, à Dar es Salaam, les 7 et 8 février prochains. Le tête-à-tête annoncé entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais Paul Kagame. Que faut-il attendre de cette rencontre? Allons-nous assister à une étape décisive vers la résolution définitive du conflit à l'est de la République démocratique du Congo? Vous avez donc la parole. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir à vous. Alors, est-ce qu'il nous reçoit cet appelant? Allô, bonsoir, bienvenue à vous. Je pense que nous allons prendre cet autre élément, tout d'abord, qui plante le décor justement autour de ce sommet, les principaux enjeux du sommet conjoint EAC-SADC. Allô, bonsoir, bienvenue à vous. Difficile, pourtant nous l'avons, on a l'impression qu'il... Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir et bienvenue sur For You Media Africa. Prenons tout d'abord l'élément en question. Ouais, bonsoir. Finalement. Oui, bonsoir, bienvenue. Moi, j'ai donné mon avis sur la RDC. Parce que ce que je vois, le Congo, c'est un pays qui est divisé par M. Tshisekedi qui joue avec le feu. Le problème n'est pas né de lui, mais il y a un problème qui doit prendre ses responsabilités. Sa responsabilité est laquelle? C'est que tu es venu trouver un problème. Le problème, il y a des acteurs. Et l'armée congolaise, on parle de la grandeur de la RDC. Mais la grandeur ne vaut pas la puissance d'un pays. Il est arrivé, il n'a pas armé son armée. L'armée va faire la guerre comment? On ne fait pas la guerre avec des bois. On fait la guerre avec des armes. Et la RDC est sous-équipée. Moi, ce que je pense, la négociation, elle est vraiment bienvenue. Mais il faut qu'il pose les points clés à la négociation. Depuis combien d'années l'opinion internationale est au Congo? Mais rien ne va. Rien ne va. Il n'a qu'à dire à l'armée d'occupation de quitter
et maintenant négocier directement avec le M23 et M. Kagame. Moi, voilà ma proposition. Merci. Solution diplomatique, il faut négocier, il faut parler. C'est un message d'ailleurs que vous envoyez à toutes les parties prenantes. Vont-elles vous écouter? C'est ce que nous tenterons également de scruter de très près. Et ce, dès le 7 février prochain du côté de Dar es Salaam, en Tanzanie. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça va bien, M. Guéné, ça va le plateau. Je salue surtout mes belles dames là, Ibala, Madone, Siké. Bon bonjour à tout le monde. Le problème du Congo là, Tshisekedi est faible. Tshisekedi est faible. Quelle que soit la négociation qu'ils vont faire là, ce problème va se lever encore. Donc nous devons les dégager. Ils sont faibles. Parce que le Français, là, il est venu à RDC, ensuite il est parti au Rwanda. C'est lui qui a mis pression pour que le M23 s'arrête un peu. Ils ne vont pas s'arrêter. Ça, je suis convaincu qu'ils ne vont pas s'arrêter. Et Tshisekedi est faible. Les gens, il y a certains pensent qu'il est complice. Il n'est pas complice. Il est faible. Parce qu'il est faible, qu'on le dégage. Merci beaucoup et salut à tout le monde. Merci à vous. Quelle piste de solution pour la résolution de ce conflit? Nous allons élargir d'ailleurs, nous allons ouvrir les angles de cette émission pour vous permettre de vous exprimer bien sûr sur tout ce qui pourrait permettre au peuple congolais de retrouver justement cette paix qui leur est chère. Les habitants de Goma, précisément cette localité sous le contrôle du M23 qui a décrété ce 3 février 2025 un cessez-le-feu humanitaire. Au standard, un autre appelant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir à vous. Quelques petits soucis de liaison. Je pense que nous allons prendre l'élément qui annonce justement le sommet EAC SADC. Ça sera précisément les 7 et 8 février prochains du côté de Dar es Salaam en Tanzanie. L'annonce a été faite par voie de communiqué rendu public par le Kenya, ou devrais-je dire le président William Ruto. Une confirmation a également été faite au passage. Ce sommet verra la participation des présidents congolais Félix Antoine Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. L'union fait la force. C'est visiblement le sentiment qui anime les chefs d'État de l'EAC et de la SADC, attendus en Tanzanie, pour un sommet conjoint. Une nouvelle issue diplomatique pour tenter de résoudre le conflit à l'est de la République démocratique du Congo, quelques jours après l'échec des rencontres de Nairobi et d'Harare. Cette fois, les dirigeants des deux organisations sous-régionales comptent mettre toutes les chances de leur côté, avec le tête-à-tête annoncé entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais Paul Kagame. Si le président congolais a brillé par une absence remarquée lors de la réunion virtuelle de Nairobi, évoquant des questions d'agenda, il a tout de même donné les assurances quant à sa participation au sommet de Dar es Salaam, selon le communiqué officiel publié à cet effet. Le président de RDC Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame ont confirmé leur présence à ce sommet qui comportera une réunion ministérielle vendredi et une réunion des chefs d'État samedi. Parmi les autres dirigeants ayant confirmé leur participation figurent le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président ougandais Yoweri Museveni et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. À Dar es Salaam, le tête-à-tête Paul Kagame-Félix Tshisekedi est une aubaine pour renouer avec la diplomatie et éviter un embrasement régional du conflit. Pour ce faire, il est impératif pour la SADC et l'EAC d'harmoniser leur position pour une solution durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Les dirigeants concernés en sont bien conscients et peuvent surfer sur le cessez-le-feu humanitaire décrété par le M23 qui, avant le sommet conjoint de Tanzanie, se dit favorable à l'ouverture des négociations avec Kinshasa. Que faut-il attendre du sommet de Dar es Salaam? Paul Kagame et Félix Tshisekedi feront-ils réellement le déplacement? Pour l'heure, difficile de se fondre en affirmation, même si tout porte à croire que les principales parties prenantes privilégient davantage une approche diplomatique à l'option militaire.
Alors, harmoniser les positions au niveau de la sous-région, question de trouver une solution durable à la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Tel est l'objectif recherché, ou du moins l'un des objectifs recherchés par ce sommet EAC SADC. Peut-être avant de revenir vers vous sur les principales attentes, patient parfum d'homme, je voudrais que nous restions encore au standard pour quelques minutes. Allô, bonsoir, bienvenue. Oui, bonjour monsieur. Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir à vous et bienvenue. Alors, je pense qu'il faudrait que tout soit réglé au niveau de la réalisation. Mais, allô? J'aimerais participer au panel là. Oui, allez-y, bonsoir, vous êtes en direct. On vous appelle comment? Ok, merci. Merci à tous les panélistes. Je voulais intervenir un peu par rapport à la RDC Congo. Moi, je pense que le président Étienne Tshisekedi n'a pas de négociation. Le président Félix Tshisekedi. Voilà, le président Félix Tshisekedi n'a pas à négocier avec quelqu'un. Voilà, aujourd'hui, nous les Africains, nous prenons notre destin en main. Et que nous-mêmes, on doit se lever, il est temps. Il est temps, on doit se lever pour aller contre cela. Le Congo, c'est un scandale géologique bien vrai, mais Dieu a donné à tout le monde ses richesses. Moi, je pense que pour prendre ces richesses, on doit négocier. On ne doit pas venir par la violence, en passant par l'Occident, manipuler ces gens de personnes et puis venir. Moi, je suis désolé et ça me fait pitié. Un grand pays comme ça qui peut nourrir même l'Afrique, aujourd'hui, ils ont des problèmes. Moi, je suis avec le Congo et j'aimerais qu'on ne négocie pas. Voilà. À la guerre comme à la guerre. Voilà. Il est temps qu'ils prennent ses responsabilités, quoi, et puis qu'ils fassent face à ces problèmes. Voilà. Pas de négociation avec un groupe terroriste. Vous vous alignez sur la position des autorités congolaises qui restent donc sereines à ce niveau. Il n'y aura pas de dialogue, encore moins de négociation avec le M23, malgré justement ce cessez-le-feu décrété ce 3 février 2025. Au standard, un autre appelant nous rejoint. Bonsoir et bienvenue à vous. Oui, merci, M. Nguéné, bonsoir. Et vraiment, depuis que ça fait 15 ans qu'on suit vos chaînes panafricaines, quand il dit 15 ans, ça veut dire Afrique Média et For You. Bon, on n'a jamais eu un sujet aussi poignant, difficile à trouver des solutions par rapport à ce problème de M23, Tshisekedi et le Rwanda. Vraiment, bon, depuis, ça fait une semaine bientôt que je suis le problème là, vraiment c'est difficile à trancher. Faire la guerre avec le Rwanda c'est les Africains. Les Congolais, c'est les Africains. Le M23, c'est les Africains. Négocier, on ne voit pas par où commencer. On les appelle les rebelles, et ainsi de suite, avec ces noms, bon, envahissement, tout ça. Vraiment, c'est un problème compliqué. Bien, mais maintenant, ce que, chers Africains, nous pouvons dire que toutes ces choses vraiment nous servent d'exemple et que nous devons regarder actuellement que tous les présidents africains regardent l'exemple de l'AES. Il n'y a rien qui peut dépasser l'Union. Parce que si le Congo et le Rwanda et tous ces pays-là cherchaient plutôt à s'unir, ils ne devaient pas avoir ce genre de problème. Donc, tout ce qu'on peut savoir dans ça, c'est de regarder là derrière qu'il y a une mainmise étrangère. Et comme il y a une mainmise étrangère, vraiment, Alors,
l'approche militaire qui est balayée d'un revers de la main par vous. D'ailleurs, il faut privilégier une approche d'ailleurs diplomatique compte tenu des enjeux, mais surtout ne pas oublier que derrière cet affrontement qu'on nous présente aujourd'hui, comme celui qui oppose le M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo, se cache surtout une main étrangère revenant sur ces ingérences occidentales. Merci à vous pour votre contribution. Je ne sais pas si nous avons quelqu'un d'autre rapidement. Allô, bonsoir, bienvenue. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, monsieur Nguyen, cette histoire qui dure là. Et depuis l'affaire de Mobutu, non? C'est Mobutu qui gérait d'abord cette histoire à l'époque de Katangé, non? Après, quand ils ont l'intention de mettre fin à cette histoire de M23 là, ils ont enlevé Mobutu. Ils ont remis Kabila. Kabila est venu d'où? Toujours de ce centre de M23 là. Kabila n'a pas duré. Son fils est venu, son fils l'a enlevé. Et c'est ainsi que l'histoire là est en train de suivre. Même Kilombo est venu par là. Donc celui qui se déclenche là, c'est déjà une formation que les Occidentaux ont déjà placée là-bas, qu'ils veulent venir changer Kilombo pour remettre. Comment est-ce que la solution à prendre là-bas, c'est exactement comment le Mali ou bien le Burkina Faso a procédé. Qu'un Congolais se décide parmi son armée là et prend le pouvoir pour changer ce statut, ce théâtre qu'ils sont en train de jouer en signant les accords par-ci, par-là. Ça ne fait rien aux yeux de la population. Ils font comme si il y a pas tout le monde est passé par ce même système, rien n'a changé. Et c'est un puits où tous les Occidentaux puisent pour faire descendre sa richesse. Quelle négociation on a à faire sur un endroit où tout le président qui passe, c'est des gens masqués qu'on ramasse pour venir mettre à la présidence. Ils jouent son rôle, quand le temps arrive, on l'enlève. Et on va attendre ça jusqu'à quand? Il faut qu'un militaire se décide de prendre le pouvoir et d'aller par le même processus que le Mali ou la RDC, le Burkina Faso a commencé. Là, peut-être, on peut lui trouver le secours pour venir sauver le Congolais. Mais si ce n'est pas ça, le système là sera un système continu. Et d'ici quelques jours, on va entendre qu'on a enlevé Kilombo. C'est quelqu'un qui est sorti de Goma là-bas pour venir encore prendre le pouvoir. Et le circuit continue. Hein? Donc, pour moi, vraiment, il faut qu'un homme en tenue se réveille là. Je pense qu'on va revenir sur le plateau et prendre quelqu'un d'autre. Merci à vous. Allô, bonsoir et bienvenue. Alors, merci. Je venais d'être coupé là tout de suite là. Et j'étais donc en train d'aboutir dans le sens que, parce que si les deux pays s'affrontent, dans tous les cas, c'est les Africains qui vont toujours mourir. C'est-à-dire du côté du Rwanda, du côté de la RDC. Ce sont les Noirs qui vont toujours mourir. Donc, vraiment, si c'est possible, si Tshisekedi peut faire tout de suite alliance à l'AES, malgré la distance, malgré les frontières, s'il peut faire allégeance directement avec l'AES, je suis sûr que Kagame aura un peu peur, et même là, le M23 là, aura un peu peur, et puis ils risqueront se retirer. Parce que l'alliance AES est déjà vraiment un pays à qui on peut faire confiance en matière de puissance militaire. Donc l'entendre seulement parler qu'un pays a fait alliance avec l'AES, je crois qu'ils vont réfléchir 1000 fois et peut-être qu'ils pourront reculer. Voilà ma petite contribution. Mais sinon, s'asseoir et se tirer les balles. De l'autre côté, c'est les Noirs qui vont tomber. Et de tous côtés, en principe, les Noirs vont tomber. C'est ce qu'on veut éviter avec le mouvement panafricain. Merci.
Merci à vous. Vous prônez une alliance AES, République démocratique du Congo, pour dissuader tous les ennemis des Congolais. Merci pour votre proposition. J'ai vu certains sourire. Est-ce qu'on pourrait réellement l'envisager, cette solution? Mais de toutes les façons, ce n'est qu'une proposition et tout n'est qu'une question de volonté politique. Merci à vous. Au standard, un autre appelant nous rejoint. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bienvenue à vous. Oui, bonsoir. Moi, c'est Baba depuis Meganga, Cameroun. Bonsoir et bienvenue à vous. Oui, merci. Je crois que le problème de la RDC vient depuis le temps de Mobutu. Et à l'époque, où il y avait les problèmes au niveau de l'Ouganda et puis de la RDC, où le HCR avait voulu installer donc tous les réfugiés au niveau du RD Congo. Et en le faisant, le HCR a également permis à ce que les rebelles du FDLR également soient dans les camps de réfugiés. Le président Mobutu, lui, l'avait refusé à l'époque, mais avec la pression américaine, il a accepté les rebelles. Donc, par la suite, quand le président Kabila a pris le pouvoir, le chef d'état-major même de l'armée RDC était un Rwandais. Ils n'ont pas pu éliminer le FDLR. On ne sait pas pourquoi maintenant, c'est maintenant que le problème du FDLR revient. Donc il faudrait qu'on essaie de voir ce problème un peu plus en profondeur. Et pour gagner cette guerre, il faut vraiment se donner les moyens. Je crois que soit le président Tshisekedi aurait signé des contrats peut-être secrets avec les Occidentaux et puis il s'est pris dans son propre piège. Soit il fait fi de ne même pas comprendre ce qui se passe. Sinon, le seul moyen, c'est le moyen militaire. Merci, bonsoir. Merci à vous pour votre contribution. C'est chacun qui va de sa petite touche personnelle pour tenter d'apporter des pistes de solutions pour la résolution de ce conflit. Pour l'heure, les initiatives sous-régionales sont privilégiées. On a entendu beaucoup de choses, nous allons rester au standard, mais on voudrait également prendre votre avis sur ce sommet extraordinaire annoncé Patient Parfum d'Homme du côté de Dar es Salaam en Tanzanie. On entend beaucoup de choses, Patient Parfum d'Homme, des initiatives, des solutions qui sont proposées, Alliance RDC, République démocratique du Congo. Et il faut que le président Félix Tshisekedi noue des alliances avec d'autres puissances aujourd'hui, mais la question de fond, elle reste et persiste. La résolution de ce conflit à l'est de la RDC passe-t-elle par des initiatives sous-régionales comme celle initiée à la fois par l'EEAC et la SADC? Je crois, de toute façon, on n'a pas d'autre solution. Soit vous négociez par le biais de ces organisations sous-régionales, qui sont quand même un début d'une véritable cohésion de nos différents États et de nos différents peuples, soit vous prenez l'option militaire. Or, moi je continue de vous dire, le dire ici, cette option militaire me rebute beaucoup parce que justement, elle va engendrer son cortège de morts. C'est facile d'être chez vous, derrière votre clavier, ou bien avec votre téléphone, et dire il faut qu'on fasse la guerre, il faut qu'on fasse la guerre. Nous avons déjà 900 morts, si ça ne vous suffit pas, pour moi c'est déjà extrêmement grave. Bon, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas donner l'impression qu'il n'y a pas de problème au Congo. Je pense qu'il faut remettre la vidéo qui est passée tout à l'heure, qui est passée presque sous silence parce qu'aucun des intervenants n'est revenu là-dessus. C'est quand même un homme politique de premier plan, M. Olivier Kamitatou, qui met le doigt dans une question qui est quand même très grave. C'est-à-dire que cette implosion, n'est-ce pas, à l'intérieur même du Congo, avec des questions ethniques qui divisent. Même le Congo aujourd'hui. Donc, on ne peut pas faire semblant comme ça, on ne voit pas cela. On estime que les Kassaïens sont en train de prendre l'ensemble du pouvoir et imposent, ou bien s'imposent au reste des ethnies du Congo sur pratiquement tous les postes clés dans le pays. On fait semblant de ne pas le voir, mais c'est un problème.
C'est un gros problème et c'est l'une des faiblesses, justement, de la plupart de nos États. Parce que quand vous avez un dirigeant qui appuie sur ce bouton-là, il crée lui-même de facto les moyens pour affaiblir son pouvoir sans qu'il ne se rende compte. Donc Olivier Kamitatou, ce n'est pas le M23, hein, c'est un homme politique du côté de Kinshasa. Je rappelle que pendant les manifestations qui ont eu lieu au niveau de Kinshasa, il y a des maisons, par exemple, de certains acteurs politiques qui ont été brûlés par les manifestations qui sont comme les Koulouna. Excusez-moi l'expression. Je pense au domicile de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Joseph Désiré Kabila, dont la maison a été incendiée. Donc, il y a donc ces problèmes-là qu'on ne peut pas évacuer, qui sont des problèmes endogènes au Congo. Il y a maintenant la question sous-régionale des relations entre le Congo et un pays comme le Rwanda, qui a aussi ses griefs, et sans oublier maintenant la question de l'exploitation des richesses, non seulement du Congo, mais de l'ensemble des pays de la sous-région. On parle beaucoup de l'Est du Congo avec cette question de Goma, mais on oublie qu'il y a, avant de partir du pouvoir, M. Joe Biden a effectué une visite en Angola. Mais c'était pour célébrer quoi? C'était pour avoir des confirmations, justement, que le chemin de fer qui part, le corridor de Lobito, qui doit relier la République démocratique du Congo à l'Angola, où seront évacués l'essentiel. Et encore, c'est plus important que ce qui se passe au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, des minéraux et des terres rares et des choses extrêmement importantes pour l'industrie américaine. Ça, on a fait semblant de ne pas voir cette affaire-là. Donc voilà à quelle sauce nous sommes éternellement mangés, parce que nous avons des dirigeants qui ne prennent pas la mesure de la responsabilité qui est la leur dans la protection de nos intérêts. Et quand vous avez donc des situations comme celle-là, avec ce corridor de Lobito, pourquoi pensez-vous que les gens qui sont à l'Est de la République démocratique du Congo peuvent dire que de toute façon, ce pouvoir de Kinshasa n'œuvre pas pour nous, autant prendre des armes pour revendiquer que l'étain, l'or, le cobalt, n'est-ce pas, le coltan qui sort de notre sous-sol, nous aussi, on est notre part de ce gâteau-là. Voilà le problème. Donc, ne donnez pas seulement l'impression qu'il y a un pays étranger qui envoie au Congo. Les Congolais eux-mêmes déjà, moi je suis dans le site de manière quasi quotidienne, ils sont divisés. Ils sont énormément divisés et les narratifs que l'Occident nous a servi pendant trop longtemps, à savoir qu'il y a un pays qui agresse un autre pays, si vous allez dans les sites et vous discutez avec les Congolais, j'en ai la chance de discuter avec les Congolais et ceux qui sont à l'intérieur du Congo, j'ai été à Kinshasa plusieurs fois, et qui sont hors du Congo, vous n'avez vraiment pas la visibilité dans le narratif qui est vendu aux Africains, à savoir celui de l'agression du Rwanda au Congo. Donc je crois que la seule solution que nous avons aujourd'hui, c'est la solution de la négociation. Et elle passe par la Tanzanie, par Dar es Salaam. Le tête-à-tête annoncé, c'est vrai que vous n'allez pas lire dans une boule de cristal, mais les deux présidents doivent se rencontrer. Ça, c'est ce qui est dit. Il faut absolument. Selon le communiqué officiel. D'abord, par la réunion des ministres et puis par la réunion des ministres le 7 qui vont préparer la rencontre des chefs d'État. Parce que c'est le nœud gordien de cette affaire-là. S'il y a un apaisement au niveau de ces deux hégémons, je pense que sur le terrain, au moins au niveau de l'Est, il va commencer à avoir un semblant d'accalmie. La guerre, mes chers amis, c'est quelque chose de très difficile. Si c'était trop facile, Goma n'aurait pas été pris. Mais Goma a quand même été pris. Quand vous voyez M. Willy Goma qui parle, qui défend même, n'est-ce pas, les soldats congolais en disant qu'ils ont un traitement de misère, alors que les mercenaires roumains et de l'OTAN qui étaient là sous la solde du gouvernement de Kinshasa étaient traités comme de véritables princes et rois. Alors, ce message-là, cette revendication du chef militaire de M23, Willy Goma, a retenti jusqu'au niveau de Kinshasa, où les militaires disent que mais ce qu'il dit est vrai. Regardez ce que nous gagnons. Et regardez la solde qui était concédée aux mercenaires roumains. Je crois que, mes chers amis, vous avez beau aimer votre pays, vous avez beau être patriote, quand dans une armée, quand dans un groupe qui défend
quelque chose, il y a cette dichotomie-là, ce hiatus, ça ne peut que produire les images que nous avons vues des gens qui sont déshabillés et qui ont passé à ce que vous appelez la rébellion et les armes et la logistique, etc., etc. Je crois que la question congolaise n'est pas aussi facile que certains essaient de l'adresser. Oui. Bon, je vois d'autres gens, j'ai entendu qu'il suffit que l'AES, n'est-ce pas, vienne en aide au Congo et le problème sera réglé. Bon, j'ai envie de rire. C'est une question de volonté politique. Non, j'ai un peu de rigoler parce que ça veut dire que vous ne connaissez pas la région de Grand Lac. L'AES ne peut rien faire si elle s'introduit d'un côté dans cette région de Grand Lac, elle va plutôt s'embrouber. C'est une région qui a quand même connu des moments très difficiles avec des armées qui sont aussi très très bien armées. Oui. Et donc, vous parlez de l'Ouganda, vous parlez du Burundi, il y a l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, le Rwanda, le Kenya, le Rwanda lui-même. Mon cher ami, ce n'est pas ce qu'un Africain quand même qui réfléchit avec sa tête peut avoir comme solution aujourd'hui. Mais ce contexte que vous décrivez, je voudrais que les codes d'accès restent affichés parce que nous irons à nouveau au standard avec le concours de la réalisation. Mais est-ce que ce contexte que vous décrivez, patient parfait d'homme, avec cette région des Grands Lacs de façon générale, et ses principales implications ne complexifient pas davantage la situation? Parce qu'on a eu un téléspectateur qui a dit qu'il est pratiquement dépassé. On ne sait pas d'où viendra la solution concernant cette crise à l'est de la République. On ne sait pas. On a l'impression à un moment donné que c'est un problème congolo-congolais. De l'autre côté, on parle du Rwanda avec justement la communication officielle de Kinshasa qui jusqu'aujourd'hui soutient Mordicus qu'environ 10 000 soldats rwandais ont soutenu le M23 dans leur offensive du côté de Goma. Ça, c'est une rhétorique également qui nous est servie. Il y a les revendications de Willy Goma que vous avez relevées. Et la semaine dernière, nous avons écouté l'ancien président de la CENI. Nous sommes revenus sur les déclarations de Corneille Nangaa. À un moment donné, on a l'impression qu'on nage, je veux dire quoi, dans un fleuve dont on ne maîtrise pas aujourd'hui le débit, patient parfum d'homme. On ne sait pas, quand on part du côté du Burundi, le président Ndayishimiye nous disait qu'il a proposer qu'on dialogue ouvertement avec le M23, ça c'est une solution qui n'a jamais été prise en considération, patient parfum d'homme. Le sommet de la SADC qui s'est tenu il y a une semaine, on nous annonçait une solution qui n'arrangeait pas forcément Kinshasa. On a l'impression que de part et d'autre, les propositions divergent et finalement on se retrouve au point de départ, patient parfum d'homme. Ça rend le contexte encore plus complexe. Vous avez totalement raison. Je mets tous ces éléments sur la table. Mon cher Nguené, vous avez totalement raison. C'est pour ça que quand on est chef d'État d'un grand pays, qui a une grande histoire et des grandes responsabilités comme le Congo, il ne faut pas forcément être à l'écoute des faucons les plus déterminés de votre camp. Il faut savoir doser, analyser la situation, même quand on a jauger le rapport de force et vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'option militaire ne peut pas être l'option gagnante pour vous. Et accepter d'aller à la table de négociation, même avec ce que vous avez... Vous qualifiez de terroriste. Vraiment. Donc, le président angolais avait dans son escarcelle de solutions aussi une rencontre entre le président Tshisekedi et le M23 qu'il a catégoriquement refusé. Conséquence, Goma est tombé. Donc, on ne voit pas beaucoup, n'est-ce pas, d'issue en dehors de la négociation dans cette affaire-là. Donc, je pense sincèrement que ce qui se passe au Congo n'est qu'une illustration de ce qui se passe dans la plupart de nos États. Il faut toujours que la question du consensus républicain soit au centre des préoccupations de nos dirigeants parce que nous sommes dans des États fragiles. Ils ont pas été grands, le Congo c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés. Mais quand on voit la structuration de ces États, on voit, quand on prend même seulement depuis Mobutu, comment ils ont été ballottés et baladés de gauche à droite en fonction des intérêts des uns et des autres. On voit bien que, c'est pour ça que je dis que pour l'instant nous avons encore des populations, nous n'avons même pas encore des peuples. Quand j'entends les gens parler de peuple congolais, j'ai envie de rigoler. Ça n'existe pas pour l'instant. C'est un amas de populations qui se cherchent et qui a besoin d'un leadership puissant, éclairé, qui sera capable de les mener vers cette voie-là. Mais une fois de plus, il faut beaucoup de souplesse en fonction des enjeux sous-régionaux, surtout que, là je suis d'accord avec le téléspectateur qui a appelé, ce que nous voulons, c'est que
l'ensemble des peuples africains, des populations africaines sortent, n'est-ce pas, de cet état de misère. Oui. On ne peut pas du tout être de ceux qui valident l'option militaire avec son cortège de morts qui est inutile, qui est inopérant, qui nous affaiblit encore plus davantage qu'elle n'opte pour la résolution d'un quelconque problème. Merci à vous, patient Parfendom. Nous allons rentrer au standard avec le concours de la réalisation et prendre d'autres appelants pour sortir de cette émission. Nous n'allons pas nous attarder justement sur ce sommet en attendant les résolutions. On le rappelle, le rendez-vous est pris pour le 7 février prochain. D'abord, dans un premier temps, avec la rencontre des ministres des pays concernés et bien sûr le 8 février, les chefs d'État se réuniront. Pour l'instant, nous avons la confirmation de la participation du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également du président rwandais Paul Kagame. La solution viendra-t-elle du sommet de Dar es Salaam qui, pour l'une des rares fois, réunira donc deux organisations sous-régionales. Contexte oblige, insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Allô, bonsoir à vous. Allô? Encore, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, le doyen Parfendom. Je salue tous les Camerounais. Je salue tous les intellectuels camerounais qui se sont engagés pour la cause africaine. Et j'ai dit, et j'assume, c'est le seul pays. Je vous félicite. Voilà, maintenant, quand j'ai fini de dire cela, je reviens au thème. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit le M23 fait la guerre contre le Congo. Nous, les Africains, nous savons que c'est Paul Kagame qui fait la guerre au Congo par procuration. Tant que Paul Kagame ne va pas voir ce qui, va pas obtenir ce qu'il cherche, et le M23 ne va pas déposer les armes. Le général de M23, c'est Paul Kagame. Paul Kagame a son agenda. Il cherche quelque chose. Moi, vraiment, je suis écœuré qu'en Afrique, aujourd'hui, où les gens demandent, tout le monde va s'unir. Et que je vois qu'un Africain attaque un Africain. Par procuration, qu'on appelle M23. Vraiment, je suis écœuré. Cette affaire, maintenant, tout ce qui se passe au Congo est selon moi, ça sous la responsabilité de Tshisekedi. On l'a prévenu, vous l'avez prévenu, que la chose arrive. Il faut prendre des mesures. Il a attendu jusqu'à ce qu'il y ait environ 900 morts, qui maintenant il se décide pour aller aux négociations. Si on s'en tient maintenant sur ce que a fait comme dit, que Biden est passé il n'y a pas longtemps, il a un agenda. Donc, ce que l'Amérique veut là, ce n'est pas Paul Kagame qui va aller dire c'est le fait. Moi, j'ai bien peur, sinon mon souhait, c'est pour que la paix revienne au Congo dans un pays frère. Mais les Américains sont impliqués. Par rapport au fait que le doyen veut parler. Alors, si l'Amérique n'a pas obtenu ce qu'il veut, vraiment, on ne va pas parvenir à cette paix tant souhaitée par nous tous. Maintenant, je reviens sur l'opposant qui vient de parler. C'est vrai que vous pouvez avoir des divergences dans votre pays. Mais aujourd'hui, il y a au moins 900 morts. Le président vous fait appel. Venez vous asseoir pour chercher les solutions. Je dis non. Moi, je ne veux pas m'asseoir parce qu'il crée des divisions. Mais est-ce que parmi les morts là, il n'y a pas des morts aussi qui sont de son parti politique? Quand un pays brûle, vous pensez qu'au Burkina, il n'y a pas d'opposants? Au Mali, il n'y a pas d'opposants? Au Niger, il n'y a pas d'opposants? Mais lorsque le pays est attaqué, tout le monde s'est mis d'accord. Et puis, on a cherché une solution. Mais lui qui me dit que non, il ne peut pas venir à l'invitation du président, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, le pays brûle. Il faut chercher à éteindre le feu d'abord. Et puis, maintenant, on va continuer dans nos divergences. Maintenant, quand il ne veut pas partir, quand tout le monde va mourir, va venir gouverner le pays, il va gouverner le pays avec. Donc, lui, il ne cherche pas le bonheur.
Ce opposant ne cherche pas le bonheur de cette population, c'est ses propres besoins qu'il prétend venir gouverner le pays pour pouvoir satisfaire. Vraiment, je suis un peu long. Je vais m'arrêter là pour donner la parole aux autres. Merci. Et puis le doyen Parfait Ndong. C'est nous qui vous disons merci pour vos contributions. Nous restons au standard pour sortir de cette émission du point sur l'actualité qui intervient dans un contexte tendu marqué justement par l'offensive du M23 du côté de Goma, même si le décret de cessez-le-feu est officiellement entré en vigueur ce mardi 4 février 2025 et ce en prélude selon nos analyses à ce sommet extraordinaire qui se tiendra du côté de Dar es Salaam les 7 et 8 février prochains. Allô, bonsoir. Ok, bonsoir, je vous appelle depuis Goma. Alors, je vous appelle depuis Goma, en République démocratique du Congo. Bonsoir à vous. Ok, bon, je voulais m'exprimer sur le cessez-le-feu prononcé par le M23. Et ce que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ont dit les copanélistes qui sont sur le plateau. Et je voudrais, c'est pas comme si je l'imposais, mais qu'on cherche des gens qui maîtrisent bien la situation qui se passe au Congo, parce que là, je n'entends que les spécialistes, les panélistes ne faire que relayer les informations qui ont été dites par le M23. Moi, je suis à Goma, la guerre m'a trouvé ici, et j'ai vu l'atrocité qu'ils nous ont fait subir. Parce qu'il y a eu des morts jusqu'au samedi qui étaient encore sur les lacs. La Croix-Rouge était débordée pour transporter ces morts. Je fais le tour de la ville, j'ai vu des morts qui étaient sur la route. À Kitoukou, un quartier qui se trouve un peu vers le lac, le lac commençait même à prendre la couleur des cadavres parce que les M23 ont massacré les gens dans la ville de Goma. Qu'est-ce que nous devons retenir de la rébellion du M23? C'est que cette situation est insupportable et cela fait plus de 30 ans. Je vis l'invité sur le plateau parler des 900 morts et dire que la guerre est une chose difficile. Mais nous devons savoir que le Congo compte déjà plus de 10 millions de morts depuis que nous subissons ces agressions gratuites. Aussi, les 900 morts que nous avons vus dans ces une semaine, lui parle de 900 morts, mais je vis le rapport de la OCHA qui parle de plus de 2000 morts. Et moi-même, de mes propres yeux, j'ai vu des cadavres. Ça veut dire, le nombre de morts que nous avons, nous ne les avons pas cherchés, on nous les a imposés. Et je crois qu'en tant que Congolais, nous sommes prêts à assumer le sacrifice du nombre de morts qu'il y aura, pourvu que la paix, une paix stable, puisse venir au Congo. Parce que je suivis, lorsque M. Corneille Nangaa ainsi que Bertrand Bisimwa ont fait leur rapport de presse à l'hôtel Serena, et on leur a posé des questions sur les revendications qui sont en train de mener. M. Bertrand Bisimwa, il parle de réfugiés tutsis congolais qui sont en Ouganda et au Rwanda depuis 1996. Mais la chose que vous devez savoir, c'est que le Parlement congolais a engagé un processus d'identification de ces réfugiés-là par le biais des chefs coutumiers et de certains députés pour qu'on puisse les identifier, qu'ils puissent donner leur village et qu'ils puissent rentrer au pays. Mais lui, avant qu'il soit réinséré, mais avant que ce processus-là ne puisse aboutir, ils ont commencé la guerre, ils ont pris les armes contre d'autres Congolais. Si vous suivez les revendications de M. Corneille Nangaa, il n'a pas de revendications claires, vous n'avez qu'à suivre sa conférence de presse. Il parle de chasser M. Tshisekedi du pouvoir parce que il prétend que les élections de 2019 ont été volées, mais tout ça c'est incongru. Comment il peut prendre des armes pour nous tuer sur des revendications qui ne sont pas justes et qui ne reflètent pas la volonté publique ou nationale du peuple congolais. Nous devons savoir que ce mouvement du M23 est soutenu par le Rwanda. Le jour là où les M23 sont entrés à Goma, ce dimanche-là, il y a eu des renforts qui ont traversé la grande barrière, la frontière qui sépare la ville de Goma et celle du Rwanda, et qui sont entrés à renfort. Les militaires dont je vous parle, qui leur corps ont flotté sur le lac pendant une semaine, ces militaires ont été tués par les gardes-côtes du Rwanda. Le Rwanda soutient cette guerre, et moi je peux vous l'assurer, c'est parce que je n'ai pas pris d'image pour ne pas m'attirer les problèmes, mais tous les militaires que nous voyons dans la route, ce sont des Rwandais.
Deuxièmement, ils ne savent pas Swahili. Ils ne parlent pas Swahili, qui est la langue qui est parlée à Goma et au Nord Kivu. Ils parlent le Kinyarwanda pour dire qu'il ne s'agit pas d'une rébellion congolaise, mais ils ont juste pris la mascarade du nom M23 d'une rébellion existante pour venir attaquer le Congo et chercher à balkaniser le pays, parce que leur objectif est, si ils n'atteignent pas Kinshasa, de prendre une partie du pays, une partie de la province, et l'autoproclamer comme un État indépendant, organiser un référendum, donc couper le pays pour satisfaire à un besoin du Rwanda, le besoin de la densité, parce qu'il a une démographie croissante, un espace qui est trop petit. Deuxièmement, ils sont jaloux des minéraux qui sont dans notre pays, qui sont au Congo. Quelle est la solution que moi je propose pour que nous puissions mettre fin à cette histoire? La solution que nous proposons, c'est que la FARDC n'accepte pas et qui n'accepte pas ces cessez-le-feu que le M23 cherche à imposer. Parce que c'est au nom de ces cessez-le-feu qu'ils ont quitté Bunagana, jusqu'aujourd'hui ils sont à Goma et ils nous ont massacrés. Que cette fois-ci, le FARDC prenne les armes et qu'ils puissent mettre le M23 à genoux par les armes. La victime, parce que nous n'aurons pas de poids sur la table des négociations si nous n'avons pas une puissance sur le terrain. Parce que si nous sommes faibles sur le terrain, quoi qu'on organise des conférences, que la SADC, l'UAC se réunissent, nous n'aurons rien. Il n'y a pas de solution dans ces sociétés, dans ces organisations sous-régionales, comme seulement les États de l'AES n'en ont pas eu dans la CEDEAO. Nous aussi, nous n'en avons pas parce que l'EAC était ici. Qu'est-ce que nous, populations, nous avons constaté? Qu'est-ce que le gouvernement de Kinshasa a constaté en retard? C'est que l'EAC a été de mèche avec les M23. L'EAC a cédé les places qu'on lui a laissées comme zone des tampons au M23 pour qu'il puisse avancer. La SADC est venue et nous a aidés, mais moi, je voudrais que le gouvernement congolais prenne une décision d'armer le militaire congolais, de donner des formations supplémentaires sur les faux et de battre les M23. Parce que si dernièrement, vous voyez un communiqué que l'AFC avait donné pendant qu'il n'était pas encore à Goma, lorsque l'armée congolaise les pilonnait avec le Sukhoi, ils ont eu peur de notre ascendance sur le plan aérien et ils ont commencé à demander un cessez-le-feu conformément aux accords qui ont été pris à Luanda, alors que M. Corneille Nangaa a rejeté l'accord de Luanda pendant sa conférence de presse comme étant un outil qui lui permettrait, lui, de discuter avec Kinshasa. Il veut une discussion directe. Quand il s'agit il nous montre les lois, il nous montre les écrits, il nous montre ceci et cela. Quand il s'agit de nous, c'est nous qui devons faire un cessez-le-feu. Nous disons non à ces cessez-le-feu. Nous voulons que les armes puissent mettre fin à ces conflits injustes qui nous a été longtemps subi. Aussi, je voudrais que parfois on puisse amener des gens comme M. Patrick Mbeko ou d'autres spécialistes qui pourraient mieux parler de la situation qui se trouve au Congo. Le problème des tribalismes dont on parle, on dit ceci et cela, non. Ce sont des choses qui sont trop bas et je ne crois pas qu'au sujet de cela, on peut prendre les armes et tuer les gens, massacrer et diviser tel que nous l'avons vu ici. Pas du tout. Parce que si vous voyez maintenant ici à Goma, c'est devenu comme une ville qui appartient maintenant au Rwanda. Vous allez à la grande barrière qui est la frontière qui nous sépare avec le Rwanda, avec la ville de Gisenyi. Là, c'est la douane rwandaise qui gère les camions avec les marchandises qui viennent à Goma. C'est la douane rwandaise qui les gère. Il n'y a plus des régimes d'entrepôt dans la douane du Congo. C'est le Rwanda qui gère tout. On coupe le plomb depuis la grande barrière par le douanier rwandais. La CPGL, qui est un document qui sert à des libres circulations des personnes et de leurs biens dans la sous-région au Rwanda, en Ouganda et au Burundi, c'est maintenant les Rwandais qui les livrent aux Congolais à la place de la DGN, qui est une institution congolaise habilitée pour faire cela. Et vous allez continuer à dire que le Rwanda n'est pas derrière cela. La dernière fois ici, le Congo avait capturé des militaires rwandais qui portaient les cartes rwandais sur eux et on a fait l'échange de prisonniers à la Grande Barrière. Et ils nous ont remis 2 corps de nos militaires qui ont été tués à la barrière. Nous, on leur a remis 2 militaires. Monsieur Paul Kagame, à la CNN, il déclare ne pas savoir si ces militaires sont sur le tout congolais. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Si M. Kagame refuse que ces militaires ne sont pas au Congo, pourquoi il s'attaque à M. Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, disant qu'il cherche la déstabilisation, sachant qu'il n'a rien à faire au Congo, mais qu'il laisse les Congolais régler alors leurs problèmes entre eux? Si c'est militairement, ça ne le regarde pas parce qu'il n'y a pas de militaires sur le Congo. Il le sait très bien. Lorsque le Congo frappe, lorsque les M23 tombent, ce sont des deuils qui sont organisés au Rwanda, c'est son effectif qui est perdu. Et moi, je voudrais mettre ce pari, que l'armée congolaise mette tous les moyens en marche, que nous puissions goûter l'ennemi, le M23, en dehors, parce qu'il n'a pas beaucoup d'effectifs. Si vous sillonnez la ville de Goma, ils ont très peu d'éléments dans les lieux publics, très peu d'éléments, parce que la plus grande partie de leurs éléments sont déployés sur les lignes de front. À Minova, ils sont déployés à Kibumba, ils sont déployés à Lubero, ils sont déployés aussi au niveau de Calais. Et ce que moi je dirais, c'est quoi? Que le FARDC ouvre un front à Minova, parce que les M23 n'ont pas toute la province du Nord Kivu, ils n'ont qu'une partie du Massissi. Massissi Centre, c'est entre les mains des FARDC. Que les FARDC les battent en Massissi Centre.
qui les battent à Calais et qui les récupèrent les villages qu'ils ont pris aussi, Kivu ainsi que Minova, qui les battent vers Kibumba, qui les battent à Lubero. Et nous allons voir ce que l'armée rwandaise va devenir. Parce que si nous récupérons l'intégrité territoriale et que les forces armées du M23 RDF, qui est une armée rwandaise sous apanage du M23, est définie, et que nous fassions la guerre au Rwanda, il n'y aura pas de militaires pour nous combattre parce que tous seront tués au Congo. C'est une guerre injuste et voir notre chaîne Forum Média Africa, que j'aime bien, plébisciter les propos de messieurs Bertrand Bissimois, pour moi, je n'ai pas du tout apprécié. C'est comme si les gens c'est comme si nos frères africains nous abandonnaient entre les mains des étrangers qui veulent nous chasser dans notre pays. Les jeunes s'engagent dans les armes, nous sommes prêts pour prendre ces armes, nous sommes prêts pour faire la formation militaire, nous n'allons plus accepter que nous soyons humiliés à ces points. Nous n'allons plus accepter. Comment vous allez dire que ce sont des Congolais, ils ne connaissent aucune langue du Congo, ils ne parlent que Kinyarwanda. Comment vous allez dire que ce sont des réfugiés congolais qui sont partis là, mais ils ne maîtrisent rien sur ce qui est de son village, sur ce qui est de sa localité, de son Pour sortir, nous sommes à la fin, presque à la fin de l'émission. Ils ne maîtrisent pas la langue. Merci beaucoup. C'est nous qui vous disons merci. Mais je puis déjà vous rassurer d'entrée que nous ne faisons pas l'apologie d'un groupe armé terroriste sur les antennes de Forum Média Africa. Je peux comprendre d'ailleurs votre cri de colère au regard du contexte sécuritaire particulièrement tendu du côté de la République démocratique du Congo. Vous appelez à un non-respect de ce cessez-le-feu décrété par le M23 et vous lancez justement un appel au FARDC et que vous invitez à poursuivre leur offensive contre ce groupe rebelle. Merci à vous depuis Goma pour votre participation. Patient Parfendom, pour sortir, commentaire en 1, 2, voire 3 minutes pour sortir de l'émission. Oui, d'abord, notre frère qui a appelé, dit-il depuis Goma, je le comprends, mais moi je ne suis pas dans les émotions, je suis quelqu'un qui regarde très bien ce qui se passe en Afrique. Quand vous avez le Soudan, vous savez ce qui se passe au Soudan aujourd'hui? C'est une véritable catastrophe. On n'en parle pas beaucoup de ce pays. Et c'est, quelqu'un disait les Noirs, ce sont les Africains et les Noirs qui sont tués quasi quotidiennement au Soudan. Et ça, c'est quelque chose qui est très grave. Quand on parle du Congo, je parle de 900 morts, c'est la prise de Goma. Oui. Mais nous savons très bien... On a d'ailleurs précisé que le bilan a évolué. Oui, mais là, c'est seulement depuis la prise de Goma. Mais sinon, le drame, l'Est démocratique du Congo, nous avons été les premiers depuis des années de crier et de dire qu'elles ont créé beaucoup plus de morts que pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, nous en sommes conscients. Mais une fois de plus, mon cher ami, une guerre aujourd'hui, c'est d'autres hommes qui vont mourir. J'espère que tu es prêt à aller mourir au front. Apparemment, puisque tu as dit que tu es jeune, tu es prêt à prendre des armes. Mais nous pensons que si on peut avoir... Peut-être pas prêt à prendre les armes, mais à ne pas laisser le M23 violer l'intégrité du territoire congolais de cette façon, patient parfaitement. L'engagement de la jeunesse. Oui, donc on prend les armes. On peut être engagé sans toutefois vouloir prendre les armes. C'est impossible. Vous avez en face de vous une force armée, qui est le M23, même si elle est aidée par le Rwanda, personne ne le nie. Mais c'est une force armée. Donc vous dites, vous allez le bouter hors de votre sol et vous dites que ça ne peut se faire que par les armes. J'ai écouté M. Corneille Nangaa, que l'ancien président de la CENI, qui a proclamé la victoire du président Tshisekedi, dire, en parlant de Kinyarwanda, qu'il y a des Congolais qui parlent Kinyarwanda. C'est un Congolais comme vous, comme celui qui vient d'appeler, qui le dit. Qu'il y a des Congolais de souche qui parlent Kinyarwanda. Il n'y a pas que le Lingala et le Swahili au Congo comme langue. Il y a aussi, par exemple, le Kikongo et d'autres langues. Donc, c'est très complexe, cette affaire-là. Donc, moi, je pense qu'au lieu d'être dans la radicalité, de dire, on va prendre les armes, on va les chasser de chez nous, on va, je pense qu'il est de bon ton quand chaque fois qu'une opportunité comme celle, n'est-ce pas, qui aura lieu à Dar es Salaam se présente, de la saisir, de voir dans quelle mesure nous pouvons arriver à un consensus et rétablir une paix relative dans cette région sans passer par un affrontement armé qui, à mon sens, crée beaucoup plus de dégâts et ne résout même pas souvent la solution que s'il s'agit de passer par la négociation. Une fois de plus, ce sont les Africains, ce sont les Congolais, ce sont les Africains de cette sous-région qui vont mourir. Et ça, ce n'est pas du tout une bonne chose aujourd'hui, au vu même du contexte international. Voilà. Merci à vous, patient Parfendom. Je pense que nous allons remercier tous les téléspectateurs
téléauditeurs de cette émission du Point sur l'actualité tenue dans un contexte particulier ce soir. Je le rappelle une fois de plus. Merci à la grande équipe de la réalisation. On se donne rendez-vous demain mercredi. Vous le savez, le mercredi des téléspectateurs, vous aurez l'occasion de vous apaisantir sur les sujets qui seront mis sur la table, mais vous aurez également l'occasion aux côtés des présentateurs et présentatrices d'émissions de commenter les sujets d'actualité qui vous tiennent particulièrement à cœur. Alors voilà, restez abonnés ou du moins scotchés à nos programmes.